cérémonie d'ouverture, il a beaucoup plu ce jour-là, hein, pendant 24 heures, Paris a pleuré. Paris a pleuré, il faisait triste, mais quand même, par la télévision, pas par le direct, par la télévision, on a pu voir des scènes, qui ont pu choquer certains, bien sûr. Parce que moi, je n'y accorde pas plus d'importance que ça. Les complotistes disent que c'est la fin du monde, les satanistes ont pris le pouvoir. Euh, je n'irai pas si loin. Je pense que les gens font abstraction de ce qu'on pourrait appeler la paresse de la créativité en tant que telle. Cette paresse de la créativité peut donner au créateur, à son inventeur, des idées glauques, morbides, comme celle d'aller chercher la Bible et de pratiquement lire la Bible à l'envers. Je ne vois pas où est la créativité dans le fait de sortir un cavalier de l'Apocalypse de son contexte et de le faire se promener le long de la Seine, sur les toits, un peu partout pour l'amener au Trocadéro. Je ne vois pas en quoi la scène, c'était vraiment la scène qui imitait le dernier repas du Christ, et c'est vrai, c'était vraiment ça. Pour moi, l'interprétation, c'était la paresse ou le manque de créativité des organisateurs. Tout cela avait beaucoup de bruit, de remous, il y a eu des excuses et tout. Mais en ce qui me concerne, j'ai surtout retenu des moments merveilleux, comme ce moment où une chanteuse que je n'appréciais pas, Nakamura, a fait la rencontre. Cette rencontre avec la garde républicaine était vraiment une rencontre fabuleuse entre la France d'antan et la France moderne, celle des banlieues, où cette fille va faire danser la garde républicaine. Il y a eu ces moments extraordinaires avec Céline Dion à la fin, qui a chanté après avoir été malade pendant des années. Il y a eu ce moment aussi très fabuleux où Teddy Riner, Marie-Jo Pérec vont allumer la flamme olympique. C'était quand même des moments magnifiques qui m'ont permis d'oublier un peu la tête coupée de Marie-Antoinette dégoulinant de sang et qui chantait Sierra, les aristocrates, on les aura. C'était un peu glauque tout ça avec tout ce sang qui jaillissait de la conciergerie. Mais bon, j'ai préféré retenir de très bons moments. La clôture a été à l'exemple de l'ouverture, mais n'a pas fait beaucoup d'émules quand même, hein, même si les gens se sont acharnés à interpréter l'oiseau, enfin la mouche volante comme un signe démoniaque. Enfin, je veux dire, moi, je me mets pas ma tête en tête, je regarde les bons moments avec cette Camerounaise qui a interprété My Way de Frank Sinatra. Je trouve ça très beau. Il n'était pas nécessaire de faire descendre le scientologue là c'était un peu tiré par les cheveux. Il y a des moments magnifiques, voilà. Et j'ai assisté d'ailleurs directement au jeu dans son côté athlétique. Voilà, j'étais au stade, c'était merveilleux avec mon petit-fils, pour qu'il voit aussi ça de près, voilà. Donc, le côté négatif pour la Parisienne que je suis, c'est qu'on a eu des zones bouclées, on ne pouvait pas y aller pendant 2 semaines et on ne pouvait pas faire nos promenades habituelles. La ville était bouclée, un peu triste quand même, mais il paraîtrait que l'organisation a été parfaite, extraordinairement bien organisée. Mais c'était surtout bien pour les gens qui regardaient ces jeux à la télévision, pas pour les habitants de Paris. Voilà. Voilà, mais je voudrais qu'on revienne sur un nom que vous avez évoqué, la chanteuse malienne, Nia Kamura, je crois, elle est malienne. Euh, on vous sait beaucoup panafricaine, vous aimez beaucoup les Africains, ça saute à l'œil, que ce soit dans vos œuvres, dans vos actes, on vous voit faire, même dans certains débats télévisés, mais pourquoi vous n'appréciez pas particulièrement cette chanteuse? Nous sommes curieux de savoir. Je ne sais pas parce que je ne vais pas apprécier les gens parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont camerounais ou maliens. J'apprécie aussi les talents. Je suis d'abord avant tout une romancière. C'est vrai que moi, je ne comprenais rien à ces chansons non plus, hein. Mais j'ai trouvé que le moment où elle a été au stade a été magnifique. Beaucoup de gens qui ne l'appréciaient pas on l'a apprécié comment au moment où elle a chanté, mais je vais pas me forcer à aimer une chanteuse que je vais pas écouter au quotidien. Ça n'a absolument aucun sens.
Je vais pas me mettre à écouter Dja Dja Dja. Ce n'est pas, je comprends pas ce qu'elle raconte. Ce n'est pas la musique que j'aime. Je suis plutôt jazz. Je suis plutôt Fela, Afrobeat. Je suis, voilà, il y a des musiques que j'aime. Le R&B, j'aime bien, mais ça là, c'est pas ma musique. Je vais pas me forcer à aimer ça parce qu'elle est noire. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'un noir qui se tartue de merde, je devrais applaudir. Non. Voilà. C'est pas parce que je suis panafricaniste que tout ce que les noirs font, c'est bien. Non, 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 non. Voilà. Non. Vous me tendez une belle pêche parlant du panafricanisme, mais nous allons rester en Europe. Peut-être que nous allons évoquer un peu le panafricanisme vers la fin, puisque ce n'était pas dans notre fil de départ, peut-être une omission involontaire. À l'opposé donc de ces personnes qui, qu'est-ce que je veux dire? Moi, je voulais plutôt dire, ces personnes qui ont beaucoup fustigé les Jeux Olympiques de Paris, on remarque qu'il y a plus des personnes qui aujourd'hui s'identifient comme des espèces de, comme une sorte de nationalisme européen. Euh, et c'est un courant qui est pratiquement répandu dans tout l'Occident. Ici aux États-Unis, on a les évangélistes, on a les trumpistes qui veulent continuer à être conservateurs. Et de là jaillit un autre courant plus violent euh, qu'on qualifie également d'extrémisme. On l'a vu récemment en France avec les dernières législatives où on a le parti de Marine Le Pen a failli prendre le Parlement. Euh, Comment est-ce que vous appréciez ces antagonismes qui aujourd'hui se retrouvent malheureusement ou heureusement dans tout le monde entier parce qu'on a l'impression que c'est pratiquement la même chose qui se vit du côté de l'Afrique de l'Ouest. Oui, absolument. Oui, c'est bien que vous ayez fait le parallèle avec les États-Unis, l'Europe et l'Afrique d'ailleurs, où les extrêmes sont en train de tenter de prendre le pouvoir dans le monde. Comment j'apprécie ça? Ben, je n'ai ni à apprécier ni à désapprécier. En tant qu'intellectuel ayant pris beaucoup de recul, bien sûr que je suis une femme qui va toujours combattre ces extrémistes, ça c'est évident. Mais en même temps, sur le plan global, il faut savoir que à toute pensée A va s'opposer une pensée Z. Je m'explique. Dès lors que vous mettez une force en face, d'une force constituée des penseurs de gauche, des gens qui parlent d'égalité de race, des gens qui parlent d'égalité homme-femme, et que cet aspect de la vie de l'humanité devient de plus en plus important, vous allez avoir une opposition systématique qui va se faire par un réveil des conservatismes. Donc, il n'y a rien là de nouveau, mais ça a toujours existé, cette confrontation entre ces deux extrêmes. Et aujourd'hui, ce sont les extrêmes qui gouvernent le monde, qui se tiraillent dans le monde. Ce n'est pas pendant longtemps, il y a eu comme ça une espèce de consensus qui faisait que le monde était dirigé par le milieu, par son milieu, hein, avec un peu de conservatisme, un peu de libertaires et autres. Et là, aujourd'hui, non, c'est dans le tiraillement, les opinions s'expriment dans les oppositions, dans les extrêmes. Donc, il n'y a rien là de nouveau. Ce sont des passages de l'histoire obligatoire, c'est-à-dire que c'est cyclique. C'est pour ça qu'on a connu aussi des guerres. Hein. C'est pas nouveau. Le monde a toujours traversé ces phases-là et le monde n'a jamais disparu pour autant. Il a toujours trouvé le moyen de se remettre à flot avec des idées plus conciliantes. Donc, oui, le Front National ici, en fait, tout ce que vous appelez l'extrême droite, quand j'avais 20 ans en France, ça faisait 0,2%. Aujourd'hui, ils en sont presque à vouloir prendre le pouvoir. Mais je ne pense pas que cela soit possible en France. Hein. C'est un pays étrange, hein, c'est pas les États-Unis, c'est un pays très étrange où on va aller jusqu'au bord du précipice, mais on n'y tombe jamais. Voilà. Ça fait plusieurs élections que, à un moment donné, les Français s'unissent contre ces idées nauséabondes.
Alors, si on fait un parallèle rapide avec l'extrémisme américain, où on voit un certain Trump trôner sur les États-Unis et peut-être qu'il pourrait devenir président au soir du 7 novembre, personne ne le sait. Si on s'en tient à ce que présentent les sondages aujourd'hui, alors ça veut dire que Trump, pour vous, ne menacerait pas la démocratie aux États-Unis? Mais je pense que Trump a été présent aux États-Unis déjà. Oui, c'est vrai. Et on a vu ce qui s'est passé quand il a Oui, fallu passer le vous n'avez pouvoir. pas affaire à un nouvel homme. Vous avez affaire à un homme que vous connaissez déjà aux États-Unis. Donc, est-ce que quand il a été au pouvoir, il a menacé la démocratie, il a fait tomber les États-Unis? Non, parce qu'il y a toujours des forces opposées qui vont l'empêcher de le faire. Voilà. Il pourrait gagner, mais personne ne le laissera aller au bout parce que l'humanité a beaucoup plus à perdre à se déchirer, et à ce que chacun se mette de son côté qu'à vivre ensemble, en fait. Même les intérêts économiques des uns et des autres obligent au vivre ensemble. C'est ce qu'il faudrait toujours ne pas perdre de vue, c'est que Trump peut gagner, ça va vous choquer certainement, mais il ne pourra pas mettre à exécution ses projets de division, de, de castration de groupes, de coupure. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et faites-moi confiance, il ne pourra pas, parce que les États-Unis auront beaucoup à perdre les immigrés, à perdre non, parce que cette totalité qui fait tourner les États-Unis. Donc, personne ne le laissera faire. Vous savez, moi, j'ai vécu ça ici, où à l'époque, on disait, oui, il ne faut pas d'immigrer et tout. Et je vais m'apercevoir après que, en fait, c'est même le gouvernement lui-même qui disait pas d'immigrés et tout, et qui en faisait rentrer le plus. Le gouvernement Sarkozy faisait rentrer énormément d'immigrés, par exemple. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ces immigrés, nos hôpitaux ne marcheront plus, nos écoles ne marcheront plus, nos transports en commun, il n'y aura plus personne, les rues seraient sales, etc., etc. Et je pourrais décliner cela sur presque tous les domaines des activités sociales. Donc, non, il parle pour avoir... Vous savez, le politique parle, mais la mise en pratique de ce qu'il dit, C'est autre chose. entre ce qu'il dit, ouais, non, il ne pourra pas. Et Voilà. en plus, si je me trompe, Trump est un homme d'affaires, donc il sait de quoi il s'agit. Ça, c'est clair. Voilà. Élection pour élection, que pensez-vous des élections qui se pointent à l'horizon au Cameroun 2025? Normalement, il y a des élections qui se pointent au Cameroun en 2025, mais je vous signale que déjà, ils ont annulé les élections municipales au Cameroun. Ouais, ils ont prorogé. Oui, non, mais pour moi, ce sont des signes avant-coureurs quand même. Hein. Je ne peux pas. Quelles sont les raisons qu'ils avancent pour que les élections municipales n'aient pas lieu? Le manque d'argent? Ou une volonté politique aussi. Bon, Le manque d'argent de parlons quoi? des raisons officielles. Oui. En attendant, quand même, je suis désolé de vous le signaler, tout le monde se prélasse à grands frais en Suisse. Il manque tellement d'argent au Cameroun que les petites filles s'achètent des manteaux à 50 000 euros, des montres pavées de diamants à 1 million d'euros. Il y a quand même quelque chose d'assez contradictoire entre les déclamations du gouvernement et leur train de vie à eux. Qu'est-ce qui expliquerait Parce que s'il n'y a pas d'argent, pardon? Qu'est-ce qui expliquerait ces contradictions selon vous, Khalid? Ben, je ne sais pas. Je pose juste un constat, c'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi, en attendant, on voit une gamine qui se porte des manteaux de 50 000 euros, qui porte des diamants qui porte des montres pavées de diamants à 1 million d'euros, qui se pavane dans des hôtels 5 étoiles, dans des suites à 20, 30, 40 000 euros la nuit. Donc, il y a quand même quelque chose de dichotomique entre le fait de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et le train de vie de nos dirigeants. Parce que quand il n'y a pas d'argent, tout le monde réduit son train de vie. Pour l'instant, les seules personnes qui en subissent les conséquences,
c'est le Camerounais lambda avec les prix des prix de nourriture, de la nourriture simple, de la viande, du poisson, de l'huile qui ont été doublés par deux, les salaires qui ne suivent pas. Il devient pour la ménagère camerounaise presque impossible de nourrir sa famille, tellement la vie y est chère. Donc, il n'y a que ça. Il y a le prix de l'électricité qui a flambé, l'eau, il n'y en a pratiquement pas. Bon, même l'électricité, il n'y en a pratiquement jamais. Donc, il y a une dichotomie réelle. La vie des Camerounais et la vie des élites. Pardon? Peut-être qu'ils vous répondront que c'est un mouvement mondial dû à la crise du Covid-19 suivie de la guerre en Ukraine. Ben, peut-être, sauf que par exemple, je suis en France, nous sommes en train d'assister à une baisse des prix en France. Pendant la Covid-19, il y a une flambée des prix. Et là, pour ce qui concerne la nourriture, ils ont baissé les prix. Nourrir son peuple est une obligation pour les dirigeants. Or là, les Camerounais sont dans une précarité alimentaire énorme. Je ne parle pas ici encore des hôpitaux, je ne parle pas encore des écoles. Ce sont des obligations régaliennes pour un État. Donc, oui, dans un pays où il tombe le plus d'eau dans le monde, il n'y a pas d'eau à boire. Dans un pays où le soleil flambe, avec cette eau mélangée humide, les gens n'ont pas de quoi manger. Il y a un problème. Ça veut dire que dans l'organisation sociale, vous qui dirigez, vous avez loupé quelque chose. Quand j'étais enfant, il me souvient qu'on parlait des plans quinquennales qui touchaient notamment l'agriculture. Aujourd'hui, les jeunes au Cameroun n'ont qu'un seul métier, pratiquement devenir Ben Skinner. Et c'est comme ça qu'ils meurent sur les routes, et c'est comme ça que eux-mêmes tuent des gens sur les routes. C'est sortir. Moi, je n'ose même pas mettre un pied dehors quand je suis au Cameroun parce que vous risquez à chaque fois de vous faire écraser par un Ben Skinner. Mais il y a un jeune qui a été récemment mis aux arrêts qui sensibilisait pour les inscriptions sur les listes électorales par rapport aux élections à venir. C'est Junior Gombe, pour ne pas le citer, qui a sorti des cellules, a appris qu'il était admis au concours des inspecteurs de police. Vous n'allez pas quand même dire que tous les jeunes sont besquineurs, parce qu'il y a les jeunes qui accèdent quand Bon, même à la je pense fonction qu'on allait publique. mis dans une manipulation politique, d'accord? On le met d'abord en cellule et quand ça fait un tollé, parce que je suis intervenu moi-même en tant que personne, quand on le met en cellule, son cas on commence à crier. J'ai appelé les responsables plusieurs fois. Je peux vous dire que j'étais prête à faire énormément de choses pour le libérer. On apprend brusquement qu'il a été reçu au concours des inspecteurs de police qui a eu lieu quand? Vous comprenez? Donc, c'est une manipulation politique. Et vous n'allez pas nous entraîner là-dedans en faisant croire que tout va bien. Je pense que non, il ne faut pas faire ça. Ce que vous essayez de faire là, ou peut-être me poussiez-vous à parler. Hein? Vous savez, vous voyez bien, le concours des inspecteurs de police a eu lieu quand? Il a reçu quand? Il y a réussi quand? C'est quand même bizarre, il n'y a pas eu de concours d'inspecteurs de police ces derniers jours, que je sache. Donc, ils sont allés chercher peut-être un vieux métier. Pardon? Peut-être que c'était un concours global où généralement on prend les commissaires, les inspecteurs, les officiers. Non, le concours, s'il y a eu concours, c'était au mois de février, mars dernier ou janvier dernier, et que ils ont utilisé ça pour le mettre dans le silence, c'est tout. Ce n'est pas qu'il ait réussi quoi que ce soit. C'était pour faire taire les opinions nationales et internationales sur son cas, point. Ça s'appelle une manipulation politique. D'accord? Quand on n'est pas des enfants. Pourquoi avant l'arrestation, il n'avait pas réussi ce concours? Pourquoi? Hein? Bien malin qui trouvera la réponse à cette question. Mais juste à côté de ce jeune, il y a un autre qui avait été déporté du Gabon, un certain Steve Akam, qui serait de la même région que le président de la République d'ailleurs, et qui lui aussi reste introuvable malgré le passage du haut commissaire des Nations Unies, Volker Turk, au Cameroun.
qu'est-ce que vous pensez de cet autre jeune qu'on n'arrive toujours pas à retrouver? Je Avez-vous ne peur sais que pas sa si l'autre famille... était un homme barbu. Je ne sais pas ce qu'on lui reprochait parce que personne ne m'a envoyé des vidéos le concernant pour me dire de quoi ça retournait. On lui Et je reprochait ne sais pas. le fait de faire souvent des vidéos. Quand vous avez parlé, j'ai vu ces vidéos. Avant d'intervenir, j'ai vu toutes ces vidéos. J'ai vu ce qu'il disait, ce qu'il faisait. L'autre, je n'ai rien vu. Même ceux qui le défendent n'ont pas pu produire des pièces qui permettent de communiquer sur ce qu'il en est. Parce que pour aller défendre quelqu'un, il faut savoir de quoi il s'agit. Pourquoi on l'a arrêté? Est-ce que c'est parce qu'il a fait il a demandé d'aller s'inscrire sur les listes électorales ou il y a autre chose? Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je n'en parle pas. Quand je parle, c'est parce que je sais. Alors, parce que le Ngombe, j'ai eu des vidéos. On m'a envoyé ces vidéos. Donc, à partir de là, j'avais une idée globale de qui était le jeune homme. Le premier, c'est vrai que personne n'en parle pratiquement. Pourquoi? Parce que personne ne sait ce qui se passe. Est-ce que, et ça m'étonnerait qu'il soit de la région du chef de l'État, ça je ne le crois pas vraiment, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Bon, C'est vous qui m'en informez. Mais... Peut-être juste par le nom, Steve Akam. Ça fait quand même... Il s'appelle Steve ouais. Akam. Quoique aujourd'hui, les gens peuvent s'appeler Akam et être du sud, de l'est, de l'ouest, hein, aujourd'hui. Ça, c'est vrai. L'autre problème, en dehors des problèmes... Le nom ne désigne plus. Allez-y, madame. Non, je dis le nom ne nous assigne plus forcément à une identité. Ça, c'est clair. Il y a les amitiés qui se nouent entre les peuples et même les mariages. Oui, et les gens donnent les noms de leurs copains à leurs enfants. Ça, c'est clair. Quelqu'un peut s'appeler Ndogmo et être un parfait bêtis. Hein? Ça, c'est clair. Moi, j'en ai voilà. des neveux bêtis qui n'ont rien à voir avec... je veux dire des neveux qui ont des noms bêtis qui n'ont rien à voir avec mon village. L'autre problème... Absolument. Absolument. L'autre problème qui mine le Cameroun, qui est juste à côté de ces problèmes des droits de l'homme qui sont beaucoup décriés ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui au Cameroun la crise du foncier. À votre avis, Madame Kalice Biala, d'où vient le problème et quelles sont les pistes de solution selon vous? Ben déjà, le problème vient du gouvernement. Ça, quand on parle de la crise du foncier, il faut savoir que quand quelqu'un va faire titrer 500 hectares à lui tout seul et que les membres, les gens, les fonctionnaires du cadastre ne s'interrogent pas, ne bloquent pas et donnent parce qu'ils sont eux-mêmes corrompus, bah, vous vous dites que le problème provient de là. Ben, évidemment, les membres du gouvernement ont prouvé aussi, les puissants du Cameroun ont une boulimie des terres. Ils ont été les premiers à avoir des 7000 hectares. En fait, à montrer ce qu'il faut faire pour être riche. Donc, derrière, vous avez tous les peuples, certains peuples qui se sont engouffrés dans la brèche pour s'enrichir également. Et il faut savoir qu'en appauvrissant les autres en terre, on prend le risque d'une dislocation du pays. Parce que l'appauvrissement des grosses parties de la population peut provoquer une crise sociale profonde qui peut aller des simples manifestations jusqu'à une guerre civile. C'est-à-dire que ce gouvernement ne prend pas en compte l'ampleur des dégâts qui explique cela que la société va mal. Donc, il faudrait remettre les choses à plat, rendre des terres, parce que ce sont d'abord des voleurs de terres aux propriétaires qui, quand on ne les a pas achetés, annuler les titres fonciers fallacieux qui courent par-ci par-là, parce qu'il y a des terres qui ont 4-5 titres fonciers. Il ne faut pas simplement penser que c'est la faute de l'acquéreur, c'est aussi la faute souvent des familles elles-mêmes qui vendent à plusieurs personnes le même terrain. Hein? Il y a tout
un travail d'information et d'assainissement à faire dans les mœurs par rapport au bien de la famille. Au Cameroun, certains n'ont pas mesuré le fait de dépouiller toute la famille parce qu'il y a de l'argent en vendant les terres comme si de rien n'était à des gens de passage et du coup la famille se retrouve alors qu'elle était détentrice des milliers d'hectares avec rien, avec même pas où dormir. Ça aussi, ça provient des familles, ça provient du gouvernement, de la corruption, de l'appât du gain, de cette boulimie foncière qui habite certains de nos compatriotes qui pensent qu'il faut avoir tout le Cameroun à eux tout seuls parce que ça les rend puissants. C'est qu'ils n'ont pas encore compris ce que la terre appartient à la terre et rien de ce que nous allons acquérir, nous allons pouvoir l'amener ailleurs que de la laisser à la terre. Alors, on sait, madame, que vous-même, vous avez été mêlé à un problème de terrain il y a quelque temps et vous avez adressé une lettre au chef de l'État. Est-ce qu'il vous a répondu? D'abord, je suis toujours confronté au problème parce que dans mon cas précisément, c'est le neveu du chef de l'État qui s'appelle Assam Mondo qui est venu manu militaire avec des hommes armés pour arracher mon terrain qui lui plaisait. C'est aussi ça la réalité du Cameroun. Donc, en ce qui me concerne, bien que ayant adressé plusieurs lettres au chef de l'État sans réponse d'ailleurs, puisqu'il sait de quoi il s'agit. Hein? Il sait pertinemment que sa famille fait ça, que sa famille se promène dans le Cameroun pour arracher des biens qui ne leur appartiennent pas et tout le monde ferme les yeux et personne n'ose les toucher parce que vous comprenez, on vous répond que c'est la famille du président de la République. Donc, parce que c'est la famille du président de la République, les membres qui constituent cette famille ont tous les droits de vie et de mort sur les uns et les autres Camerounais, sur leurs biens, ils peuvent les prédater, ils peuvent les tuer, ils peuvent les écraser, peu importe. Tout le monde ferme les yeux. Ben, moi, je n'ai pas fermé les yeux parce que je vous signale que je n'étais pas la seule victime. Nous étions nombreux, mais je suis la seule à avoir réagi parce que ça me paraît pas normal. Donc, j'ai porté plainte. Nous sommes au tribunal. Je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai porté plainte. D'accord? Je n'ai pas lâché l'affaire. Nous sommes devant les tribunaux et je pense que ça n'avance pas beaucoup parce qu'ils ne peuvent que le condamner parce que c'est une spoliation, c'est une prédation, c'est un vol. Assam Bondo, jouissant de son aura, c'est même pas de l'aura, de son nom de neveu du chef de l'État, se permet d'écraser les autres Camerounais. J'ai dit non. Voilà, c'est tout. J'ai dit non. Je récupérais ma terre tôt ou tard. Je la récupérais. Voilà, c'est tout. Mais, madame, lorsque vous insistez sur le fait qu'il soit le neveu du chef de l'État, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce serait un peu, je ne voudrais pas dire abusif, mais est-ce que, puisque ce n'est pas le seul neveu, ce qui est sûr, le président de la République a beaucoup d'autres neveux, est-ce que ce n'est pas parce que c'est lui, mais pas parce que c'est le neveu du chef de l'État? Oh, s'il n'était pas le neveu du chef d'État, il ne pourrait pas mobiliser une armée pour venir agresser les gens. Excusez-moi. D'accord? Et il est reconnu comme le chef de famille du président de la République. D'accord? D'accord. Donc, lors qu'il mobilise les moyens de l'État pour aller agresser les gens, il agit en tant que neveu du chef de l'État. D'accord. Il y a, peut-être ce sera notre dernière question, peut-être on évoquera le panafricanisme si on a encore un petit bout de temps. Vous avez côtoyé beaucoup de sages du monde, notamment Muammar Kadhafi, Laurent Gbagbo, qui sont de vrais panafricanistes. Mais nous nous rendons compte qu'au Cameroun, il y a un problème qui perdure, le problème du Nord-Ouest. Vous ne pouvez pas sortir de cet entretien sans l'évoquer au vu du nombre de morts et de malheureux que cette guerre a déjà produit au Cameroun. Qu'est-ce que vous donnerez donc au gouvernement camerounais comme conseil pour sortir définitivement de cette crise, madame? Ben, le dialogue est vraiment la seule solution parce que vous ne pouvez pas vous entretuer parce que pour l'instant, qui meurt? C'est la jeunesse camerounaise de part et d'autre qu'il s'agisse de la part
de nos frères anglophones ou de nos forces armées. Ce sont nos enfants qui meurent là-bas sur le terrain. C'est le Cameroun qui se meurt. Donc, nous sommes obligés de nous asseoir autour d'une table pour trouver des solutions idoines et que ces solutions soient applicables. Moi, j'ai participé au grand dialogue national. Oui, justement, je voulais j'ai participé au grand dialogue. Bon, apparemment, les consignes données n'ont pas été forcément respectées. Hein? Donc, il faudrait faire l'effort de... Vous savez, le problème anglophone, c'est pas parce qu'ils parlent l'anglais que ça doit attirer notre attention. On pourrait dire la même chose de certaines régions abandonnées du Cameroun qui sont complètement exclues de toute démarche de développement. C'est le cas de la Légué, c'est le cas de l'extrême nord où les enfants font l'école dehors, c'est le cas de certaines régions de l'Est, etc. Je veux dire, et même du centre du Cameroun, ou même du littoral, dès que c'est un peu excentré. Je veux dire que le Cameroun à l'abandon, je ne crois même pas que ça soit une volonté d'exclure les anglophones, mais ça a été une volonté d'exclure presque majoritairement tous les Camerounais, sauf que les anglophones ont moins bien accepté que les francophones. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi ce sont les anglophones qui manifestent et pas tout ce beau monde que vous venez de citer, madame? Mais parce qu'ils sont plus réactifs, ils ont aussi notre culture du débat politique, des actions à mener, tout cela, et que les francophones n'ont pas, tout simplement. Ils ont une culture politique que les francophones n'ont pas, avec les revendications très précises que les francophones n'ont pas. C'est tout. C'est pas que les autres régions se portent bien, hein, les autres régions. Je vois la région de ma mère, la Légué, Rémi a bougé. Quand je suis arrivé là-bas la fois passée, c'était la Légué telle que je l'avais vue pour la première fois avec ma grand-mère, avec mes souvenirs d'enfant de 5 ans. Vous voyez? Il y a rien de nouveau, tout est vieux, tout est sale, tout est à l'abandon. C'est ça la Légué aussi. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Donc, toutes ces régions pourraient aussi revendiquer, manifester, mais bon, c'est les anglophones qui le font. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est dommage. Merci beaucoup. Merci. Nous allons mettre un thème à notre entretien, mais nous souhaiterons peut-être vous avoir encore dans les prochains jours pour évoquer le sujet du panafricanisme. Nous n'aurions pas pu le faire compte tenu du temps imparti à cet entretien. Merci beaucoup et nous espérons vous avoir très prochainement, madame. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci. Passez une bonne soirée ou c'est pas moi. C'est la nuit à Paris, donc. Nous sommes à 15h55, il fait encore soleil. Bon.